Regardez ces femmes, ça au moins c'est du pratique, c'est du concret. Kamalfa a travaillé sur l'alphabétisation avec 1000 femmes de la région du Bobo-Dioulasso jusqu'à dans les confins de Oumoudara, 1000 femmes. Et ces 1000 femmes ont créé des associations. Il y en a qui n'ont pas pu bénéficier de la formation. Ils sont tous allés dans les banques s'endetter pour faire savonnerie, savon liquide, eau de javel, des ateliers de couture. Les banquiers nous reviennent pour nous dire, mais écoutez, toutes celles qui ont été formées chez Kamalfa ont pu rembourser intégralement leurs prêts. Mais celles qui n'ont pas eu de formation n'ont pas pu réussir leur activité. La conclusion est claire. C'est le savoir qui crée l'entreprise, c'est le savoir qui permet de gérer l'entreprise. Si vous faites une entreprise sans savoir, vous êtes voué à l'échec. Voyez ces braves femmes-là, elles sont là dans la région de Bobo. Elles vont se reconnaître si elles étaient là, en train de magnifier le pognon. Voir au-delà des solutions connues. Quand nous avons voulu faire l'approche Kamalfa, nous nous sommes rendus compte de 5 insuffisances. Il y avait que quoi? Le contenu du système éducatif actuel n'est pas facile à automatiser. C'est des contenus disparates. Vous voyez les cours de nos enfants, tu prends même un livre, il y a des erreurs. Prenez les livres sur Dieu, sur eux, vous lisez tout. Il y a des erreurs partout dans les livres. Des contenus disparates. Personne ne se soucie de faire en sorte qu'il y ait une gestion intégrée de la connaissance dans un pays. Mais on affecte les enseignants à Guibo, à Lorofosso, à Fada. Mais personne ne sait ce que l'enseignant va aller dire à nos enfants. Quand il est mal payé, quand il est frustré, le cours qui sort de sa bouche, est-ce que le MENA peut le contrôler? Alors que le MENA a souscrit pour faire de l'équité dans l'éducation, pour faire de l'éducation pour tous les enfants du Burkina sans distinction de quoi que ce soit. Mais est-ce que les enfants de Guibo, de Dori sont dans une situation équitable aujourd'hui par rapport aux enfants de Bobo et Ouaga? On n'a pas besoin de vous donner la réponse à cette question. L'éducation au Burkina Faso n'est pas équitable. Parce qu'il y a des zones favorisées, il y a des zones défavorisées. Nous leur disons, nous avons la possibilité de faire en sorte que ce soit équitable sur toute l'étendue du territoire, parce que les ordinateurs qui sont clonés avec des contenus identiques, ce sont ces mêmes contenus qui vont se lire à Fada, qui vont se lire à Guibo, qui vont se lire à Lomfoso. Donc, c'est avec le numérique que nous arrivons à faire de l'équité. C'est avec le numérique que nous arrivons à faire l'école pour tous. Nous sommes inscrits dans les ODD. Lorsque vous mesurez aujourd'hui la position du Burkina Faso, vous allez voir que si nous ne nous entourons pas de méthode, les 30 ans vont arriver, nous n'allons même pas atteindre le quart des objectifs. Nous leur avons dit au SPONG, il faut que les ordinateurs entrent dans les écoles pour remplacer le déficit en enseignants, remplacer le déficit de manque d'école, remplacer le déficit en support pédagogique, remplacer le déficit dans les enseignants ne sont pas à mesure de faire leur recyclage, la formation des enseignants. Alors que dans les systèmes comme Alpha, le recyclage de l'enseignant est automatique à l'intérieur. Le système fournit de l'automatisme dans l'apprentissage, mais permet aussi d'incrémenter le niveau de l'enseignant. Donc c'est parce qu'il y a une étude de l'existant qui a été menée. Les Canadiens sont venus avec un algorithme. On dit, bon, ça, on ne peut pas faire ici. Ça, serveur ici, dans un village. On enlève, on enlève, on enlève. Voilà l'existant. Est-ce qu'on peut développer un schéma qui s'adapte à ce pays-là comme ça? C'est ça qui a pris 72 000 heures de développement. Je mesure mes mots. 72 000 heures de développement pendant 10 ans. Et vous avez un système pour l'Afrique.
les objectifs du système. Donc nous avons dit que même dans la Constitution de 1992, l'éducation était un droit social. Il y a ça la Constitution. Il y a aussi la loi d'orientation de l'éducation de 1997 et de 2007 révisée qui prône que vis-à-vis des difficultés, il va falloir faire en sorte que les ordinateurs entrent dans le système éducatif du pays pour corriger les difficultés. Alors, la loi d'orientation de l'éducation, ce sont nos inspecteurs qui se sont réunis pour écrire la loi. Vous écrivez des lois et vous ne faites rien pour que ça soit réalité. On peut ajouter les ODD, le principe d'équité. Tout ça, on le dit, on dit ça doit être équitable. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aller dans l'équité? Je vous parlais des difficultés du Nord tout à l'heure. Quand Alpha avec Unicom avions fait une mission à Guido pour voir dans quelle mesure on peut rester à Bobo-Dioulasso, à Ouaga pour diffuser les contenus à Guido, à Dori. Parce qu'il y a 30 000 de nos enfants actuellement qui sont en dehors des salles de classe. Ça, nous avons donné le résultat au ministre pour dire que c'est possible. Dans les couloirs, il dit, mais les tablettes qu'on va payer, est-ce que c'est pas trop cher? C'est toujours comme ça. Et les ordinateurs qu'on va payer, là, vous êtes inscrits dans la dématérialisation. Vous dites moins de papier. Et quand on vous parle d'ordinateur, vous dites est-ce que. Il y a un problème. En parlant de la démarche par expérimentation. On m'appelle à une mission à Koudougou pour me parler du nouveau curricula d'enseignement du Burkina. Et quand vous lisez dans ce nouveau curricula, vous allez voir qu'on prend l'enseignement par expérimentation. On dit qu'il faut que ce soit expérimental. C'est le cœur même des nouveaux curricula. Mais avec un ordinateur, l'expérience pédagogique, le conseiller vous l'a dit, la démarche active. D'accord? On va continuer avec la démarche expérimentale pour même dire qu'en 1899, Don Dewey déjà, qui est un éminent sociologue, avait déjà réfléchi sur la démarche expérimentale pour dire c'est ça qu'il faut dans une école. Mais déjà en 1800 là, on était loin de s'imaginer qu'on pouvait avoir un ordinateur dans une salle de classe. Mais déjà l'esprit de la démarche expérimentale était d'actualité. Ces éminents chercheurs étaient confrontés à plusieurs facteurs limitants. Mais aujourd'hui, avec les ordinateurs dans les salles tels que conçus par Kamalfa, les nouveaux curricula de tous les pays d'Afrique peuvent s'expérimenter. L'enseignement des sciences, des mathématiques, on se plaint dans tous les pays d'Afrique qu'il y a moins de mathématiciens, moins de scientifiques. On pense qu'il faut corriger le problème après le BEPC, c'est ce que le Burkina fait. Dans le PNDS, pour corriger le déficit en chercheurs, en enseignants dans les sciences, on commence par faire des lycées scientifiques. C'est-à-dire qu'on laisse le sous-bassement, on veut régler le problème à la surface. D'accord? Ça commence par l'enseignement de base. Les meilleurs médecins sont formés depuis le maternel. Si vous voulez un bon chirurgien, s'il rate l'étape de la maternelle, il n'aura pas la dextérité souhaitée pour faire une chirurgie du cœur. Ce n'est pas quand tu grandis là qu'on t'oriente, non. Mais ils ont fait des programmes qui ne tiennent pas. L'enseignement de base est dirigé. On veut régler tout à partir de lycées techniques. La marche expérimentale, on nécessitera d'en parler pour dire que les devoirs en synchrone, c'est dépassé. L'enseignant devant 120 élèves en synchrone pour administrer le savoir, c'est pas possible. Tous ceux qui ont enseigné, quand tu es dans une classe de 100 personnes, tu vas voir qu'il y a une partie de la classe qui se distingue, qui a même envie de demander au professeur, mais écoute, tu vas très lentement. C'est le tiers. Mais les deux tiers là sont dans une autre dimension. Ils n'arrivent pas à suivre l'enseignant.
Donc dans la même classe, le professeur est confronté à un problème. Est-ce qu'il faut trop accélérer de crainte de laisser les 2 tiers derrière, satisfaire les 1 tiers, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vois pas un enseignant au monde qui peut régler ce problème. Pour régler ce problème, il faut la démarche. Chaque enseignant, chaque étudiant doit progresser à son rythme. Vous travaillez à votre rythme. L'enfant le plus rapide ira plus rapidement. Chez Kamalfa, nos enfants qui sont plus rapides vont faire 2 classes en 6 mois. Celui qui n'est pas rapide, nous n'avons pas d'année fixe à Kamalfa, nous avons des années flottantes. Nos plus âgés sont au 2e trimestre du CE2 cette année. Ils sont au 2e trimestre de CE2. Mais l'année prochaine, on se prépare à monter leur dossier pour le certificat d'études primaires. Il y a au moins 2 ou 3 qui vont pouvoir faire leur certificat d'études primaires. C'est clair. Vu le rythme de progression de ces enfants, il faut se préparer à les inscrire au certificat l'année prochaine. Ils sont au CE2. Cette année, 2e trimestre du CE2. Donc, le colonisateur nous a donné une façon de voir l'enseignement. Il nous a dit d'inscrire nos enfants à 7 ans, même âge. On les inscrit même âge. Et quand tu parles du petit âge aux inspecteurs, ils prennent leur tête comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Les enfants qui n'ont pas même âge, je vais les mettre dans... Nous, on a expérimenté le petit âge. La grand-mère, elle est assise avec sa fille et l'enfant de sa fille. Et puisque l'apprentissage se fait avec un ordinateur, la grand-mère est un peu dépassée. Le tout petit dit à client, maman, on vous montrera des femmes de 66 ans qui ont utilisé l'ordinateur pour s'alphabétiser. Elles sont là. Un minimum de français, elles lisent, elles écrivent grâce aux ordinateurs. Parce que si le répétiteur était un automate, les exercices, tu peux les faire sans charge émotive. Quand vous prenez les répétiteurs pour vos enfants, il y a la charge émotive. L'enfant souvent a besoin de savoir quelque chose. Si le répétiteur n'a pas bonne ligne, il a peur de demander. Il dit, regarde, c'est pas non, je rien. Mais si tu lui donnes un outil où il peut lui-même cliquer sur un bouton et se faire répéter un apprentissage, l'enfant reprendra la répétition autant que faire se peut jusqu'à la maîtrise totale. Donc les enfants qui travaillent sur le numérique ont plus de chance. C'est de cela qu'il est question. Voilà, quand même ça c'est quand même important de vous parler de ça. 10 questions. Le Wall Street Journal, c'est un journal américain de 1997 sur 10 points. Une enquête à l'échelle des États-Unis d'Amérique. Voilà le retour d'enquête sur 10 points. Le premier point nous dit la place de l'ordinateur est dans les salles de classe et non dans les labos. Ce n'est pas Kamalfa, ce n'est pas en Afrique qu'on l'a dit. Aux États-Unis, c'est des résultats comme ça. Les élèves en difficulté s'en sortent beaucoup mieux avec les ordinateurs que les plus brillants. C'est-à-dire que quand vous prenez un élève en difficulté, vous le mettez dans les conditions du numérique, il devient un champion. C'est les enquêtes qui le disent. Le troisième point, la plupart des enseignants n'ont pas encore reçu la formation pour se servir des ordinateurs en classe. Ça, c'est aux États-Unis. Encore plus ici. C'est pour ça, souvent, quand tu en parles, ils te prennent comme si tu es dans une autre planète. Mais moi, je leur parle parce que j'ai fait le tour de l'Afrique pour travailler avec des commerçants agricoles, des opérateurs de commerce agricole du Mali, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé pendant 2 ans avant Kamalfa, bien sûr, dans un projet qu'on appelait le MISTOA, le Market Information System. C'était un projet américain qui voulait voir sur les 523 marchés ouest-africains quelle est la capacité du céréal et quel est le prix du céréal, les capacités disponibles.
Moi, j'ai fait le tour de l'Afrique, j'ai dit à Ségou pour enseigner au Mali en Djoula. Les Maliens, il y en a, j'ai de bons amis là-dedans, des vieux qui me disent, mais écoute, toi tu viens d'où? Nous, on a cherché à faire l'informatique, à nous former en Djoula, les Maliens nous ont dit, quand tu sais qu'à mais il va qu'il faut les gars il dit, mais c'est avec la volonté. Quand j'ai envie de transmettre, dans toutes les langues, on peut transmettre le savoir. Et donc, je suis bien placé pour vous dire que même ceux qui ne sont pas allés à l'école ont pu se servir de l'Internet pour positionner le bétail du Mali pour un marché du Ghana. Parce que les Américains s'étaient rendus compte que le commerce intra-régional en Afrique était inexistant. Les pays africains entre eux ne se faisaient pas d'achat. Donc c'était l'objectif du projet pendant 2 ans. Je me suis confronté aux Togolais, aux Ghanéens, aux Ivoiriens. Mais en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, on parle Djoula, mais là, je parlais Djoula. J'avais besoin d'interprètes au Ghana et au Togo, mais au Mali, j'ai fait tout mon cours en Djoula. Donc c'est vous dire que ce n'est pas impossible. Donc les ordinateurs, j'étais en train de parler du 4e point d'enquête. Le 4e point nous dit que les systèmes éducatifs doivent préparer avec soin l'usage que sera fait des ordinateurs. C'est les Américains qui disent ça. Les systèmes éducatifs des pays doivent faire en sorte pour voir que peut apporter l'ordinateur à un continent comme l'Afrique. Si vous ne réfléchissez pas là-dessus, ce n'est pas les Américains qui vont venir faire ça pour nous. Le palu nous dit depuis 50 ans, il n'y a pas de vaccin. Ce n'est pas les chercheurs là-bas qui vont venir faire le vaccin contre le palu. Au Kenya, il y a toute une révolution, la jeunesse africaine est en train de prendre son destin en main. Avec du smartphone, on teste le palu pour voir est-ce que je suis atteint ou pas du palu. Le smartphone le réalise. Donc, l'Afrique est en marche. Donc, les ordinateurs sont un outil, pas une discipline. Il faut les intégrer dans les cours. C'est là où j'ai dit, l'UNICEF a raison. Le MENA, vous êtes en train d'utiliser les ordinateurs comme objet d'enseignement, mais les ordinateurs doivent être considérés comme un outil, non comme une matière. Parce que la matière informatique est en transversale sur plusieurs domaines d'activité, la médecine, l'agriculture, l'environnement. Tous ces secteurs sont gouvernés par le numérique. Tu ne peux pas dire que l'ordinateur est une matière. Ce n'est pas une matière. Ça, c'est des enquêtes qui le disent. On dit que les élèves s'épanouissent en travaillant sur un ordinateur. Nous, on le vit à Bobo. Tu rentres dans la classe Kamalfa, les enfants ne te voient pas. On n'a pas le problème de discipline. Pour dire non, l'enfant a fait du bruit, ça n'existe pas. Venez voir. Et le 8e point nous dit, les élèves adorent les ordinateurs. Ça c'est bien. Dans le désordre, le gars il est directeur, il n'est pas capable d'organiser ses informations. Il ne l'a pas appris. Je m'excuse, mais il n'a pas appris. Et quand on n'apprend pas, on ne peut pas. Mais si vous donnez ça à l'enfant depuis le bas âge, quand il grandit, il devient vraiment, il devient un astre. Allons-y. Donc, il y a des capsules. Comme Alpha, je vous disais tantôt que la base des données est modifiable à souhait. L'enfant est en train de travailler. Il ne connaît pas Thomas Sankara. Il y a une capsule qui vient, paf, je lui pose la question avec la photo. S'il n'arrive pas à répondre, il y a la réponse derrière, de façon vocale, qui dit à l'enfant, Thomas Sankara a été le président révolutionnaire du Burkina Faso. Donc, les capsules qui permettent de mettre en valeur les personnalités de l'Afrique, c'est dans le système Kamalfa. Pour dire que nous devons toujours nous enrichir de nos dénonciers. Tant que tu n'as pas d'exemple derrière, tu ne peux pas réussir. Il te faut toujours un modèle. Regardez, vous vous orientez en regardant toujours quelqu'un. Donc ce modèle-là, regardez, continuons. Le docteur Naki Amilson,
C'est le docteur Naki Abinson qui a fait la première chirurgie du cœur. Et c'est une trentaine d'années après qu'on l'a su. On l'a présenté comme étant une chirurgie clandestine. C'est lui qui a fait la première chirurgie du cœur. Il faut que les Africains le sachent. Et lorsque vous avez une plateforme qui permet de mettre quelque part dans une partie, même si vous êtes dans un village, une matrone qui s'est distribuée dans le village, les gens du village doivent savoir. Quelqu'un qui a vécu en autorité dans une contrée, les enfants de cette partie-là doivent savoir qu'il y a eu cette référence. Donc il y a une partie qu'on peut implémenter, toutes les universités pourront faire ce qu'ils veulent. Continuons. C'est une base de données. Vous voyez la liste au niveau de la base de données. Vous ne voulez pas quelque chose, vous l'enlevez et vous mettez un autre. Vous le programmez et ça sort là où vous voulez. Voilà la liste. Bernadette Daou Sanou. Elle a été une vraie actrice aux yeux des femmes dans les associations là. Mais on leur dit Bernadette Daou, voilà ce qu'elle a fait. Au niveau de il y a tout. Si vous ne voulez pas vous enlever Kizerbo, tous ces gens-là, on peut mettre pour dire à l'apprenant, tu dois te faire un modèle. Et donc on va continuer. C'est des capsules. Maintenant, les points clés de la solution Kamalfa. Pour dire que Kamalfa peut envoyer son contenu sur un poste radio, sur une borne de visioconférence. C'est là que nous allons peut-être voir avec Unicom comment on peut faire pour que le contenu puisse pouvoir s'afficher dans un terminal quelque part pour des groupes d'apprenants. C'est possible. Mais même sur un poste radio, c'est possible. Mais actuellement, Kamalfa permet au Burkina Faso de faire un saut de 2 siècles. Le système d'éducation du pays aujourd'hui, c'est comme au 19e siècle. On a la craie noire, un enseignant qui est arrêté comme ça avec des savoirs livresques. Il y a 2 frustrations qui se croisent dans les classes. L'enseignant en partant au service de matin n'est pas content de son salaire. Ah tiens, on me paye mal. Il va en classe, l'élève est frustré parce que la méthode d'enseignement n'est pas en phase avec la réalité aujourd'hui. Les enfants sont dans le multimédia. Tu ne peux pas les empêcher. Si un système éducatif ne peut pas aller vers l'apprenant, ce système éducatif est voué à l'échec. Et donc, nous disons, nous permettons un saut de 2 siècles pour mettre le pays dans le 21e siècle, où tous les enseignements seront stockés quelque part dans une base de données. On parle de souveraineté. On n'a pas d'information. Tout ce que nous consommons, c'est Google, c'est Yahoo, c'est Facebook. Il ne faut pas laisser Facebook nous dicter sa loi. Nous devons avoir des contenus souverains. Si vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez pas faire de stratégie e-education. Je veux croire aux capacités d'enseignement à distance, mais c'est là où j'ai quelques réticences aussi avec Unicom. Je veux croire, mais il y a des points que souvent même le faisceau par lequel la transmission se passe n'est pas un faisceau agréable, d'où il y a souvent des problèmes de son ou d'image. L'enseignement à distance, c'est depuis le XVIIe siècle que ça a été expérimenté. Les cours par correspondance. Il y a l'IFADEM, au point de vue de l'Afrique, il y a toute une structure sous-régionale qui s'occupe des cours à distance. Pourquoi l'IFADEM n'arrive pas à faire sa marche? Il y a toujours des problèmes. C'est le transport du savoir. Les contenus existent, mais comment transporter le contenu? C'est en cela que Kamalfa dit, allons prendre les contenus où c'est subventionné, c'est disponible, faisons des contrats avec les éditeurs de contenu et venons chez nous construire notre base de données en tenant compte des cercles d'éducation de base, des inspecteurs qui vont fournir les contenus, et puis nous allons voir notre architecture informationnelle. Mais Kamalfa, aujourd'hui, si un pays dit non,
nous voulons travailler uniquement avec l'Internet, Alpha est capable de mettre le contenu dans l'Internet. Si un pays dit, bon, c'est sur les tablettes que nous voulons le faire, c'est possible de faire envoyer ça vers ces tablettes, mais nous doutons fort que la priorité ne doit pas être mise sur Bobo et Ouaga. La priorité du système éducatif va au-delà de ces deux villes. C'est tout le Burkina entier, là où tu n'as même pas de route. Il faut que ces enfants soient dans une équité. Les enfants de Guimau, de Dori doivent être au même niveau. Donc c'est ça la philosophie Kamalfa qui est matérialisée ici comme ça. Tout y est. Donc on continue rapidement. On en vient à un avantage insoupçonné qui est l'économie de la connaissance. J'ai fini de présenter Kamalfa, mais si je m'arrête là, je ne vais pas être content parce que la vision dépasse Kamalfa. Nous sommes dans une économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance représente des avantages insoupçonnés. Voyez-vous, c'est une économie extrêmement importante pour le continent africain, car c'est lui qui confère le pouvoir. Analysons l'homme dans la jungle. On a parlé de la force de la jungle. Le plus fort prend le plus faible, c'est la loi de la jungle. Il suffisait d'avoir des bisaps pour avoir le pouvoir. Mais il y a eu une période dans le médiéval où pour avoir le pouvoir, il fallait être dans la cour royale. Si tu es dans la cour du roi, tu as le pouvoir. On a connu ces périodes. On est venu dans la période industrielle, où l'industrie, le capital confère le pouvoir à un peuple, à une nation. Et aujourd'hui, toutes ces périodes sont révolues. Nous sommes dans l'économie de la connaissance, où le carburant est le savoir spécialisé. Quand un pays a des tonnes d'or et que ce pays n'a aucune possibilité de manipuler ces tonnes d'or, n'a pas l'information utile pour faire de l'argent sur ces tonnes d'or, tu ne peux pas prospérer sans information. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, si nous basons une partie de la croissance économique sur la connaissance qui est infinie, nous ne manquerons jamais de rien. Mais si nous basons ça sur le matériel, quand tu divises un bien matériel, ça finit. Mais quand tu divises de l'anniversaire de 50 ans de la loi de Gordon Moore, Moore lui-même s'exprimait sur YouTube, vous pouvez avoir l'élément sur YouTube, il a dit, je pensais qu'il ne s'agissait que d'une tendance générale, mais elle s'est avérée bien plus précise que je l'avais imaginé. Et jusqu'aujourd'hui, la loi de Moore est toujours d'actualité. Les ordinateurs de 1980, vous avez vu leur capacité. Ils étaient plus chers, mais les ordinateurs de l'an 2020 sont en miniaturisation et moins chers. D'accord? Pourquoi est-il impératif de susciter l'esprit d'entreprendre dans le numérique en Afrique? Parce que c'est le secteur qui a le plus fort taux de croissance. Et c'est ça qui va permettre à l'Afrique de dicter sa loi. Parce que les autres sont dans une prospective. Nous ne faisons pas de prospective. Depuis la chute du mur de Berlin, en 1989, voyez-vous comment le président Al Gore, vice-président des États-Unis d'alors, a entrepris des tournées en Afrique pour dire le gouvernement américain, à partir du moment où il n'y a plus de guerre froide, le mur de Berlin étant tombé, les États-Unis doivent gouverner le monde par l'électronique. Et si vous voyez bien, c'est à l'issue de cette date aussi qu'il y a eu l'interconnexion du continent ouest-africain au réseau Transpac. Ça passe sous l'océan Atlantique pour joindre l'Afrique de l'Ouest à la France. Et donc, ils ont aidé les pays les plus pauvres à être dans la connexion parce que conscients qu'avec le numérique, ils vont encore gouverner. C'est Google, c'est Yahoo, c'est Facebook. Ils vont gouverner. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que le numérique va les surprendre. L'Afrique, c'est 75% de taux de pénétration du téléphone, beaucoup plus qu'aux États-Unis.
Le numérique au bord du champ va permettre aux Africains de prendre conscience dans la gouvernance. Ça va permettre aux Africains de comprendre que eux aussi doivent se lever. Et donc on va continuer rapidement. Que faire pour que le numérique profite au continent africain? Moi j'ai réfléchi sur 7 points. D'accord? Je vais laisser le contenu à ceux qui veulent. Certainement on va poursuivre les échanges parce qu'il ne faut pas fatiguer l'auditoire. Mais je tiens quand même à m'arrêter ici pour dire l'Afrique a déjà eu quelques succès des métiers du numérique. Quand vous prenez Elon Musk, un des titans sud-africains de la Silicon Valley, il est une des références du succès de jeunes africains exerçant dans le métier du numérique. Son talent, l'intensité de l'homme depuis son enfance agitée de Johannesburg